Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble Capistrano. Donc Capistrano, c'est un outil développé en Ruby qui va vous permettre de déployer vos applications. Donc attention, même s'il est développé en Ruby, il faut savoir que vous pouvez l'utiliser pour déployer des applications qui sont des applications par exemple PHP, des applications Ruby évidemment, des applications Node.js ou n'importe quoi. Le but c'est d'avoir une sorte de framework pour gérer plus simplement vos déploiements. Alors, de quoi a besoin Capistrano pour fonctionner? Donc, il a besoin que votre site soit actuellement versionné quelque part. Donc, il accepte différents systèmes de versionning. Il accepte notamment le Subversion, Mercurial et évidemment Git. Il a aussi besoin d'un accès SSH sur le serveur ou les serveurs sur lesquels vous comptez déployer. En fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se connecter à un SSH à cette machine-là. Il va récupérer le dépôt et ensuite il va faire son globibulga pour le déploiement. Et c'est là qu'on va commencer un petit peu à travailler. Donc comme c'est un outil qui utilise Ruby, on va l'installer en utilisant le système de gem. Sur mon écran ici, j'ai deux terminals. À gauche, ça sera mon environnement local et à droite, ça sera sur la machine distante. Donc sur mon environnement local, je vais installer Capistrano. Donc pour cela, je fais gem install Capistrano. Donc ensuite, il va me falloir un petit projet que je souhaite déployer. Donc là, histoire de faire les choses rapidement, je vais tout simplement installer un projet PHP pour vous montrer qu'on peut absolument déployer n'importe quoi. Et on va déployer un projet qui utilise Laravel. Donc je vais me rendre dans le dossier qui correspond à ce projet. Donc je vais faire un coup de cd. Donc là, il s'appelle blog et j'ai choisi le nom par défaut. Et je vais initialiser Capistrano. Donc pour cela, je fais un coup de cap install. Donc automatiquement, ça va avoir pour effet de créer différents fichiers qui vont servir à la configuration de Capistrano. Donc si je regarde un petit peu la structure de mon projet, donc je vais l'ouvrir avec Atom. Il a tout d'abord créé un fichier capfile. Ce fichier va contenir la configuration et les tâches par défaut de Capistrano. Il a aussi créé dans le dossier config, donc attention, ça peut se mélanger suivant le framework que vous utilisez. Il a créé à l'intérieur un fichier deploy.rb. On va l'analyser juste après. Et à l'intérieur du dossier config, il a aussi créé un sous-dossier deploy qui va contenir différents environnements. Donc lorsque l'on souhaite déployer notre application, on va pouvoir par exemple souhaiter la déployer dans un premier temps sur un environnement de recette, histoire que le client puisse le tester, avant de le déployer finalement sur l'environnement de production. Donc Capistrano gère ce genre de système avec plusieurs environnements. Donc maintenant on va analyser un petit peu les différents fichiers. Donc le premier fichier, deploy.rb, il va contenir la configuration générale de votre application. Donc on va d'abord donner un nom à notre application. Donc là on va l'appeler mon super site. Ensuite, il nous demande un repo URL. Donc il a besoin de connaître où se situe notre dépôt distant. Donc pour l'instant, ce projet n'est pas versionné. Donc je vais commencer à le versionner. Donc on va faire un coup de git init. Je vais rajouter tous les éléments à l'intérieur. Et je vais faire mon premier commit. Git commit-a-m, mon premier commit. J'ai besoin de le stocker à distance. Donc sur mon serveur distant, je vais créer un dossier pour accueillir mon Git. Donc on va faire un coup de mkdir git. On se rend dedans et on va faire un git init-bar, histoire de démarrer un dépôt vide. Je vais prendre le lien de ce dépôt-là, donc par rapport à mon chemin. Et je vais aller le définir comme remote à cet endroit-là. Donc je vais faire un coup de git remote add, je vais l'appeler origin. Et là, vous mettez votre dépôt distant. Donc moi, dans mon cas, j'ai triché un petit peu, c'est en local. Mais vous pouvez l'avoir sur un serveur SSH, l'avoir sur Bitbucket ou sur GitHub, ça lui pose absolument aucun problème. Donc ici, moi, ça sera Jonathan, c'est le nom de mon utilisateur, @127.0.0.1, 2 points. Et ensuite, c'est le dossier qui s'appelle documents/remote/git. Et ensuite, je fais un coup de git push origin master. Voilà, donc maintenant, au niveau de mon dépôt distant, c'est poussé. Donc, je vais pouvoir indiquer à Capistrano où trouver ce dépôt distant. Donc, au niveau de Atom, je vais lui dire, c'est le dépôt Jonathan, @127.0.0.1, parce que je suis un petit tricheur, documents/git. Donc là, évidemment, vous adaptez et vous pouvez mettre vraiment n'importe quel dépôt. Ensuite, vous pouvez choisir quelle branche utiliser. Donc par défaut, il utilisera la branche master, ce qui me va pas mal. Ensuite, où est-ce qu'il doit déployer? Donc nous, on a envie de le faire déployer à un endroit particulier. Par défaut, ça déploie sur /var/ww/ le nom du dossier que l'on a mis là. Donc moi, ça ne me va pas et je vais le changer tout de suite. Donc je veux aller déployer dans /home, /Jonathan, dans mon cas. Ensuite, dans le dossier document,
j'ai un dossier remote et là on imagine que l'on va avoir notre 3W. Alors ce 3W n'existe pas pour le moment, donc je vais aller le créer à distance. Hop là, je suis remonté un petit peu trop en arrière, c'est pas grave. Et je vais faire un coup de mkdir ww. Donc on va continuer sur la configuration. On peut choisir le type de versionning à utiliser. Par défaut, c'est Git, ce qui me va pas mal. Le format, lorsqu'il va sortir les données, donc on laisse par défaut. Et globalement, on ne touche pas grand-chose. On verra la possibilité de créer des dossiers liés juste après. Et si je continue à descendre, hop, on a le keep release. Donc on va parler du système de release un petit peu plus tard et on changera cette valeur-là. Et après, on a des tâches que l'on peut créer à la volée. Impeccable. Donc là, on a configuré notre projet. Maintenant, on va avoir besoin de configurer les environnements. Où est-ce qu'il doit déployer? Donc pour cela, on a les différents fichiers qui sont en deploy et on va modifier production. Dans ce tutoriel, on ne s'occupera que d'un seul environnement. Donc il y a plusieurs manières de définir nos environnements. Donc si on décommande cette première ligne, on va l'analyser. Donc d'abord, on précise le serveur, c'est-à-dire où est-ce que l'on va déployer. C'est sur ce serveur que l'on va devoir avoir un accès SSH. Ensuite, on précise l'utilisateur qui va être utilisé, c'est-à-dire, lorsqu'il se connecte à ce serveur, il utilisera cet utilisateur-là. Et après, on a un système de rôles. Alors, les rôles, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement des labels que l'on va donner à nos serveurs. Et lorsque l'on va exécuter une tâche, on va pouvoir lui dire « Exécute cette tâche sur web, sur DB ou app ». Et on pourra même créer nos propres rôles. Alors, vous pouvez vous dire, attends, c'est un petit peu bizarre, à quoi ça sert? Tout simplement, si vous avez une architecture avec plusieurs serveurs, on peut imaginer avoir des choses qui se déroulent que sur DB, des choses qui se déroulent que sur web, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça permet de dire, lorsque l'on créera une tâche, cette tâche, elle ne doit s'effectuer que sur ce serveur-là. Donc ça permet d'avoir, de prendre en compte, en fait, des architectures plus complexes qu'une architecture où on n'a qu'un seul serveur. Donc nous, dans notre cas, c'est plutôt simple. Donc ce que l'on va faire, hop, on va laisser ce commentaire, on va lui dire, bon, je crée un nouveau serveur. Je mets l'adresse IP de mon serveur. Donc là, je vous l'ai dit, je triche. Je précise le nom d'utilisateur à utiliser pour se connecter à SSH. Moi ici, ça va être Jonathan. Et après, je précise les rôles qui vont être associés à ce serveur. Donc là, je lui donne un tableau et je vais mettre app, db et web. Tout simplement parce que j'ai qu'un seul serveur qui va servir à tout ça. Voilà, donc là, c'est les seules choses que l'on a à faire. Notre environnement de production est configuré, notre déploiement est configuré et on est prêt à travailler. Donc pour se connecter à SSH, ce que va faire Capistrano, c'est qu'il va démarrer une session SSH. Donc moi, ce que j'ai fait au préalable, c'est que j'ai configuré mes clés pour qu'il n'y ait pas besoin de mot de passe, histoire que tout se déroule bien. Vous avez la possibilité au niveau des paramètres de SSH d'utiliser le Forward Agent. Donc ce que va faire en fait Capistrano, c'est qu'il va envoyer les clés SSH que vous utilisez au serveur. Ce qui fait que si jamais votre serveur lui n'a pas accès à votre kit, il utilisera la clé que vous avez en local. Le mieux en général, c'est de bien configurer les clés SSH histoire que votre serveur local ait accès, histoire que votre serveur ait accès au dépôt, histoire de ne pas se compliquer la vie. Voilà, donc maintenant on est prêt à demander à Capistrano de déployer. Donc pour déployer, il suffit de faire cap, suivi de l'environnement sur lequel vous souhaitez déployer, donc production, et deploy. Si vous ne voulez pas qu'il fasse les choses, vous pouvez lui dire de faire un dry run. Donc globalement, ça veut dire je vais essayer de faire les tâches, je vais te montrer ce que je vais faire, mais par contre je ne vais rien exécuter sur le serveur. Un dry run, c'est un tour à sec, ça vous permet juste de voir ce que ça fait. Donc nous, on s'en fiche, on va lancer sans dry run, hein. Hop, on est prêt à déployer. Donc il me sort ici une petite erreur parce que je me suis trompé au niveau du dépôt distance et documents avec un S. Et je n'oublie pas que c'était remote, voilà, parce que c'est sur le dépôt distant. Alors je réessaie de déployer, et là je vois que les différentes commandes se déroulent bien, je n'ai pas de problème, il a fini, et il me renvoie à mon invité de commande. Maintenant, au niveau de mon serveur distant, je vais regarder un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Je vais faire un petit coup de ls. On va même faire un ls-la. Ouais, ou juste un L. Donc il a d'abord créé un premier dossier qui s'appelle Releases. Si je regarde à l'intérieur de ce dossier-là, en fait, il a créé un dossier qui contient un chiffre bizarre. En fait, ce dossier Releases va contenir différentes releases de notre projet. Ces releases vont être indexées par un timestamp. Donc lorsque je lui demande de déployer, il prend le timestamp du jour et dit bon ben voilà une nouvelle release. On peut se demander quel est l'intérêt de faire ce système-là. Il y a plusieurs intérêts. Le premier, c'est tout simplement que la migration va se dérouler sans avoir de coupure. C'est-à-dire qu'il va cloner et créer un nouveau dossier, et lorsqu'il a fini, il va faire un lien symbolique, ce qui fait qu'il n'y a pas de coupure pour les utilisateurs.
L'autre avantage, c'est qu'on va pouvoir conserver un certain nombre de releases pour revenir en arrière. Si jamais on réalise que notre configuration est foirée ou que notre site contient des tonnes de bugs, on va pouvoir lui dire hop là, rollback un cran en arrière et oublie la dernière release. Et ça permettra d'éviter les problèmes. Donc on a ensuite un dossier repo. Donc ce dossier va contenir un clone versionné de Git, ce qui va lui permettre ensuite de créer les différentes releases. On a ensuite un dossier shared. Donc ce dossier shared, on va en parler juste après, c'est un dossier qui va contenir les dossiers partagés. En effet, le problème avec ce système de release, c'est qu'à chaque fois, tout est écrasé. Entre guillemets, on n'a pas de choses qui sont persistées d'une release à une autre. Le problème, c'est que si les utilisateurs uploadent des avatars ou des choses comme ça, on veut les conserver. Donc, on va mettre dans le shared tous les dossiers qui doivent être partagés par les différentes releases. Et enfin, tout en haut, on voit que courant, on a un dossier courant qui est un lien symbolique vers la dernière release qui a été faite. Donc ce lien symbolique est automatiquement créé, et l'avantage c'est qu'on fera pointer notre Nginx ou notre Apache vers ce dossier-là, et si jamais on a besoin de rollback en urgence, il suffit juste de changer le lien symbolique, et automatiquement, ça fera pointer notre serveur vers une version spécifique de notre projet. Donc là vous vous dites, ok c'est pas mal, mais il y a des problèmes. Moi dans mon cas, mon projet j'ai besoin de faire des tâches supplémentaires pour le déployer. C'est pas juste de balancer cette architecture-là. Donc l'avantage de Capistrano, c'est qu'il nous permet de créer nos propres tâches. Donc d'abord, on va mettre en place les dossiers partagés. Donc on imagine que sur notre projet, on a par exemple dans le dossier public, un dossier qui sert aux uploads des utilisateurs. Ce dossier, typiquement, il doit être partagé par tout le monde. Donc là, au niveau de notre configuration, dans le deploy.rb, on va dire que dans les liens partagés, dans les dossiers partagés, on aura un dossier qui va s'appeler public/uploads, qui serait à peu près par ici. Ce dossier, on va pouvoir le créer. Donc, je vais le créer dans Shared ici. Donc, je vais aller dans Shared et je vais faire un coup de mkdir. Donc, on avait dit qu'on allait le placer dans Public et ensuite Uploads. Alors, il est important que dans Shared, votre architecture de dossier correspond à ce que vous allez avoir dans Release. Donc là, ça ne va pas marcher si on le fait comme ça. Donc, on va mettre un "-p" pour lui dire créer les dossiers par an et on va faire "-m" pour choisir le mode et on va mettre 777 parce que c'est un dossier où les utilisateurs vont pouvoir écrire dedans. De la même façon, au niveau de Laravel, et c'est spécifique à Laravel dans ce cas-là, on a un fichier .env qui contient des variables d'environnement. Donc nous, en distance, on veut aussi avoir un fichier qui va contenir les accès à notre base de données, tout ça. Et ça, on veut qu'il soit spécifique en ligne. Donc je vais créer ce fichier-là, donc je vais faire un coup de vim, et je vais l'appeler .env. Ce fichier, pour le moment, je vais faire un clone de ce que j'ai en local. Mais évidemment, vous pourriez avoir quelque chose de complètement différent. Donc l'avantage, c'est que Capistrano, en plus de nous permettre de faire des liens avec des dossiers, nous permet aussi de faire des liens avec des fichiers. Donc on va lui dire, le fichier .env, voilà, il faut que tu le partages aussi. Donc j'ai fait cette configuration-là, et maintenant je vais relancer un petit coup de déploiement. Donc je refais un coup de cap, production, deploy. Si je fais ça et que je me rends dans mon dossier courant, et que je fais un coup de ls-la, je vois que le fichier .env n'existe pas vraiment et il utilise celui qui est partagé. De la même façon, si je regarde dans le dossier public, je me rendrai compte que c'est la même chose. Le dossier public est un lien symbolique vers le dossier shared. Donc le problème, c'est que le déploiement, c'est pas si simple que ça. Dans le cas d'une application Laravel ou dans le cas d'une application PHP, on a besoin de faire des choses un petit peu plus poussées. Première chose que j'aimerais bien faire, et là on s'en rend compte dans ce dossier-là, c'est qu'on n'a pas le dossier vendor, on n'a pas les différentes ressources qui sont configurés. Donc on a besoin de faire un coup de composer install. Alors, il faut comprendre un petit peu comment fonctionne le flow de Capistrano. Donc si vous vous rendez sur la documentation de Capistrano, vous allez dans flow. Par défaut, il vous fournit toutes ces tâches-là. D'ailleurs, si vous voulez connaître la liste des tâches, vous pouvez faire un coup de cap-t majuscule. Et il vous montre toutes les tâches qu'il connaît. Donc ça, ce sont les tâches qui sont fournies par défaut et qui s'exécutent dans cet ordre-là. Ce que l'on va pouvoir faire, c'est mettre des hooks, c'est-à-dire des crochets, avant ou après chacune de ces tâches. Et lui dire, après que tu aies fait telle ou telle chose, je veux que tu fasses telle ou telle commande. Donc nous, en l'occurrence, on va lui demander de faire un coup de composer install. Et on va lui demander de faire un composer install après cette partie-là. Donc ici, pour faire ça, il faut modifier le fichier deploy.rb. Donc c'est le fichier qui est commun à tous les serveurs. Là, on voit qu'on a un exemple. Il fait after restart clear cache. Donc nous, on va faire par exemple after updated. On appelle notre tâche comme on veut. Donc nous, on va l'appeler composer. Do. Donc là, il dit sur les serveurs qui ont le rôle web, donc en groupe,
Donc là, c'est un truc particulier, c'est globalement si jamais vous avez une dizaine de serveurs à la fois, il dit bon ben par groupe de 3 tu fais la commande et à chaque fois tu attends 10 secondes entre chaque chose. Donc nous, on est dans une architecture beaucoup plus simple, on n'a pas de groupe ni rien, donc on lui dit juste sur le serveur web, tu vas faire ce que je te demande. Et là, on va lui dire bon ben fais un coup de composer install. Par contre, attention, ce composer install, il faut le faire dans le dossier release. Donc, pour lui préciser où faire la commande, on peut utiliser within, suivi du dossier dans lequel on doit exécuter. L'avantage, c'est que le release path, on n'a pas à le deviner, il y a une méthode qui nous le donne, qui s'appelle release path. Et ensuite, à l'intérieur, on va mettre notre code. Donc là, on va faire un coup de execute, .composer, et ensuite, .install. Donc là, vous pouvez mettre comme ça, c'est-à-dire qu'à chaque fois, vous mettez votre commande sous forme de symbole séparé ou de chaîne de caractères séparée. L'avantage, c'est que lui, il est capable de mieux la mapper. Si vous mettez entre guillemets directement composer install, il ne saura pas bien la mapper et vous aurez des problèmes avec les variables d'environnement et tout ça. Donc de manière générale, mettez les commandes comme ceci. Voilà, donc là, je lui dis, bon, ben, lorsque tu as updated, ben, automatiquement, tu vas lancer un coup de composer install et tu vas charger les différentes dépendances. Si maintenant, j'essaie de refaire un nouveau déploiement, alors, hop, je sais pas à travers capT, mais c'est à travers cap production deploy, je vois qu'automatiquement, il lance un coup de composer install. Si je regarde mon dossier courant, ben, je vois que maintenant, j'ai bel et bien mon dossier vendor. Alors ces tâches, on peut les écrire comme ça un petit peu à l'arrache, mais ce que l'on peut faire, c'est les séparer. Donc automatiquement, lorsqu'on a fait un coup de Capistrano install, il a créé un dossier lib, et à l'intérieur, on a un dossier Capistrano, et enfin un dossier task. Ce dossier permet de créer différentes tâches. Donc si vous voulez créer une nouvelle tâche, vous créez un nouveau fichier que vous allez appeler le nom de votre tâche. Donc nous, on va l'appeler PHP par exemple, on va mettre toutes les tâches qui ont attrait à PHP, .rake. Donc l'extension, c'est systématiquement rake, mais ça reste du Ruby à l'intérieur. Donc les tâches, si on regarde un petit peu le deploy.rp, elles ont un namespace. Donc le namespace permet de les séparer dans des blocs entre guillemets particuliers. Donc là, moi je vais créer un namespace PHP. Et après, ça prend un bloc. À l'intérieur, je vais décrire une première tâche. Par exemple, initialise ou charge les dépendances de composer. Ensuite, je donne un nom à ma tâche en faisant task, je lui donne le nom, moi ça va être composer, et après ça prend un bloc. Et à l'intérieur de ce bloc, on va retrouver le même code que celui que l'on a écrit ici. Donc là, je vais directement le mettre à cet endroit-là. Donc, vous pouvez vous dire quel est l'intérêt de faire un truc pareil. L'intérêt, c'est que maintenant, si on tape la commande cap-t, on voit qu'on a une nouvelle commande que l'on peut taper, cap php composer. Et cette commande va automatiquement aller charger les dépendances dans notre release path distant. L'autre avantage, c'est que ça sera plus facile de la copier d'un projet à l'autre et ça sera plus facile aussi de la déplacer. Si maintenant j'ai envie de lui dire bon, ben, exécute cette tâche-là lorsque tu fais le déploiement, ben, je reprends ce que j'ai écrit ici et je lui dis invoque la tâche php de .composer. Voilà, donc de la même façon, on va créer des tâches qui correspondent à Laravel. On va faire un nouveau namespace qu'on va appeler Laravel et on va créer une tâche optimize qui permettra d'optimiser le loader. Et on va aussi créer une tâche qui va permettre de gérer les permissions parce que bon, sur Laravel on a certains dossiers qui ont des permissions particulières. Donc je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler laravel.rake et l'avantage c'est qu'après je peux le partager plus simplement. On va mettre ça dans un namespace Laravel et on est parti. Donc d'ailleurs, on pourrait réfléchir, on pourrait les mettre dans le même namespace deploy au final. Mais moi je préfère séparer en ayant plutôt un namespace correspondant à chaque framework. Alors, on pourrait par exemple avoir une tâche qui fait les migrations. Donc cette tâche, si on devait l'écrire, ça serait sur le rôle qui correspondrait à la base de données. On doit faire dans le dossier release path un coup de PHP artisan migrate. Donc on ferait within release path do. Alors là, je mets bien les espaces, execute, et je lui dis exécute la commande PHP artisan migrate. Bon, le problème avec le système de migration, ça veut dire que sur votre serveur de base de données, si vous avez un serveur de base de données isolé, vous devez faire vous devez uploader le site en PHP, ce qui n'est pas forcément idéal. Moi, j'aurais plutôt tendance à faire cette tâche sur le web et en fait dans le fichier .env, vu qu'il va se relier à distance à la base de données, ben, ça fera la migration. Donc après ça dépend vraiment à chaque fois du framework, chaque framework a sa manière de gérer les choses. On pourrait même imaginer une tâche de migration qui chargerait un dump. Là c'est votre imagination est la limite. Donc on va créer notre tâche optimisation, ça là par contre elle est importante. Donc là ça va être sur le rôle web.
D'ailleurs, on pourrait même l'appeler, ouais, je pense que le rôle app serait peut-être un petit peu plus adapté. Mais après, c'est à vous de voir comment vous voulez distribuer les rôles. Donc là, on va toujours mettre dans le release path. Donc au final, on va beaucoup se recopier. On pourrait copier à chaque fois chaque bloc. Sauf que là, on va exécuter la commande php artisan optimize. Donc ça crée un nouvel autoloader optimisé pour les classes. Et enfin, hop, la dernière chose que l'on a vue, c'est la partie permission. Alors Laravel a des permissions particulières. Donc on va l'appeler permission avec un S sur tous les rôles, sur le rôle web. Dans le release path, on fait un coup de chmod, chmod. Donc là, ça va être 777. On ne peut pas le mettre comme ça. Il ne va pas aimer Ruby, donc on met 777. On lui dit de manière récursive sur tout le dossier storage. Donc là, je ne me prends pas trop la tête, on pourrait être un petit peu plus précis. Mais globalement, je veux que tout le dossier storage puisse être écrit. De la même façon, hop, je vais rajouter les mêmes permissions sur le dossier bootstrap/cache. Alors attention, suivant comment est configuré votre framework, si votre framework sauvegarde les sessions dans un dossier particulier, alors j'ai pas vérifié mais je crois que Laravel le fait. S'il le fait, si on regarde dans storage, on a app, alors non c'est pas app, c'est dans framework, on a ce dossier session. Donc ce dossier peut contenir les sessions et du coup si jamais vous faites un système de release, ces sessions vont être perdues à chaque fois que vous faites une nouvelle release. Dans ce cas-là, dans votre partie déploiement, au niveau des dossiers partagés, vous lui dites il faut que tu partages aussi, donc c'est dans le dossier storage/framework/session. Voilà, comme ça lui posera pas de problème. Donc je vais revenir à mon laravel.rake, mais tout me semble correct. Donc maintenant je peux injecter ces permissions à cet endroit-là. Donc là on va l'appeler php site, bon, peu importe. Donc après n'hésitez pas à mettre des descriptions aussi parce que ça vous permettra de mieux comprendre les tâches. Donc là, je peux relancer un coup de cap production deploy. Automatiquement, vous voyez qu'il refait ce petit coup de composer. Ensuite, hop, si je remonte un petit peu, il fait la commande php artisan optimize. Et après, il fait les différents chmod, histoire de bien mettre les permissions. Et voilà, hop, le tour est joué. Si je regarde maintenant mon dossier shared, hop, je vois qu'il a accueilli un nouveau dossier storage donc pour la partie session. Et si je regarde mon dossier, donc ça va être courante suivi de storage, suivi de framework. Hop. On va mettre un -L histoire d'avoir une meilleure liste. Mais automatiquement, la partie session fait maintenant un lien symbolique, ce qui fait que les sessions ne seront pas perdues entre chaque page, entre chaque migration. Et ça, c'est intéressant. Voilà, donc une dernière chose qui nous reste à faire, c'est de dire à notre système, une fois que tu as tout fait, une fois que tu as déplacé le dossier, ce que tu vas faire, c'est que tu vas relancer un coup de PHP, tu vas redémarrer PHP. Donc là, je vais aller me mettre dans mon php.rake, je vais créer une nouvelle tâche, donc on va l'appeler redémarre PHP. Donc la tâche, je vais l'appeler restart_fpm parce qu'on imagine qu'on pourrait avoir plusieurs systèmes de restart. Donc je vais lui dire sur le rôle web, tu vas faire un restart de PHP. Alors là, je suis un petit peu embêté parce que je dois faire cette commande en sudo. Donc pour cela, je fais sudo suivi de la commande à taper service php 5fpm. Donc là, je ne peux pas utiliser un symbole, donc je suis obligé de mettre une chaîne de caractères. Et ensuite, restart. Alors là, attention, si jamais vous faites des commandes en sudo, il n'est pas capable de vous demander le mot de passe parce qu'il n'utilise pas un système interactif. Donc pour que ce système de sudo marche, il faut que votre compte utilisateur soit en passwordless, c'est-à-dire que vous puissiez taper sudo sans qu'il vous demande de mot de passe. Si jamais vous voulez avoir sudo mais qui vous demande quand même un mot de passe, vous pouvez installer des librairies tiers. Il y a sshkit sudo, je crois qu'il le fait. Après, c'est pas idéal parce qu'il vous montre le mot de passe. Dans tous les cas, moi, dans les déploiements que je fais, mes utilisateurs sont passwordless, donc j'ai jamais rencontré le problème. Mais voilà, il faut savoir que si jamais vous essayez d'exécuter cette commande-là, vous aurez cette erreur-là. Voilà, donc ceci étant dit, moi, je ne vais pas rencontrer de problème et je peux maintenant redémarrer PHP FPM. Donc on va le mettre où? Si on regarde le flow, ça me semble après finished. Voilà, il a fini le déploiement. Ouais, on va le mettre after finished. Donc on est parti. After finished. Et après qu'il est fini, on veut qu'il lance la commande php _restart_fpm. Voilà. Donc maintenant, je vais lui demander de faire un petit déploiement. Donc je fais un coup de cap production deploy.
Donc il fait la partie Composer. Alors pour Composer, on pourrait être tenté de se dire, eh t'es bête, pourquoi tu fais pas un dossier partagé qui va contenir le dossier vendor? Pourquoi tu t'embêtes à chaque fois à installer tout ça? Tout simplement parce que lorsque vous faites un Composer Update ou un Composer Install, il modifie l'autoloader, ce qui fait que pendant un petit moment, votre site va devenir indisponible. Et ça, c'est quelque chose que l'on veut éviter. Globalement, on veut construire un nouveau dossier, une nouvelle release. Une fois qu'elle est finie, pouf, on a juste à migrer le lien symbolique. Donc il faut pas qu'on ait de moment où le site se met à planter. Voilà, et là, à la fin, on voit bien qu'il fait un coup de sudo service php5 fpm-restart. Voilà, il est capable de redémarrer PHP. Et du coup, notre site se remettrait à fonctionner. Alors après, on peut pousser vraiment plus loin. C'est du code Ruby, donc on peut écrire du code pour faire un petit peu n'importe quoi. Donc je vais juste changer un premier truc, c'est qu'au niveau des releases, je vais lui dire de n'en garder que 2, ça sert à rien d'en garder 5. C'est beaucoup trop, on n'a pas besoin de revenir en arrière. Lorsque vous revenez en arrière, lorsque vous faites un cap production deploy de .rollback, ce qu'il fait, c'est ces différentes tâches. Donc vous voyez, elles n'ont pas le même nom. Et du coup, si jamais vous avez besoin de faire des choses particulières, donc là, en l'occurrence, dans le cas d'un rollback, on n'aurait pas grand-chose à faire. Je réfléchis sur la Ravel, on n'a rien d'autre à faire. Du coup, si jamais vous avez des choses à rollbacker, par exemple, si vous voulez faire un migrate de .rollback, il faudra le faire à cet endroit-là. C'est-à-dire en lui disant, lorsqu'il y a un revert qui se lance, tu fais un migrate de .rollback. Donc après, le problème, c'est que si jamais vous mettez un migrate de .rollback systématiquement, si entre deux releases, vous n'avez pas de migrations qui ont été faites, ça va poser problème. Donc dans ce cas-là, nous, on ne va rien toucher. Juste pour vous montrer comment ça fonctionne, il suffit de faire un coup de cap production rollback. Hop. Si je regarde mon dossier actuel, donc on voit que ça pointe vers la release qui s'appelle 2016. On va essayer de retenir le chiffre de tête. Je fais un coup de rollback, hop, on voit qu'il recule d'un cran. Et si je refais un coup de ls-la, on voit qu'il a changé cette release-là. Il est revenu un cran en arrière. Donc après, au niveau des tâches, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Pour le coup, ça utilise un autre outil qui s'appelle SSHKit qui contient pas mal de commandes pour interagir avec SSH. Si vous avez besoin d'exemples, vous allez sur SSHKit et vous allez dans la partie exemple et il vous donne tout un tas de trucs. Vous pouvez lancer des commandes en vous faisant passer pour un utilisateur, vous pouvez uploader des fichiers, des choses comme ça, on va le voir juste après, mais vous pouvez vraiment pousser les choses. De la même façon, vous avez aussi la possibilité de lancer des commandes en local. Donc là, c'est dans la partie local task. Vous pouvez avoir des tâches comme par exemple, on imagine devoir faire un gulp avant d'envoyer. Ça, vous pouvez utiliser le run locally. Et dans ce cas-là, tout ce que vous allez mettre en dessous va s'exécuter en local. Donc ça peut être utile si vous voulez lancer un coup de npm, je sais pas quoi, ou n'importe quoi avant de déployer. Donc après, ça reste avant tout du code Ruby, donc on peut écrire un petit peu ce que l'on veut. Donc ce que je vous propose, c'est de faire un exemple un petit peu plus poussé et se dire, c'est sympa le site que tu déploies, mais j'aimerais bien que tu crées automatiquement la configuration pour Nginx, sans que j'ai à me prendre la tête. Je veux taper mon nom de domaine et que ça fonctionne automatiquement. Donc j'ai configuré mon système pour que quand je tape mon supersite.fr, j'arrive sur mon serveur. Et pour l'instant, ça ne fait rien. Parce que mon serveur n'est pas configuré pour recevoir ce site-là. Et j'ai envie de le câbler au site que j'ai créé ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer ma configuration dans le dossier lib. Au même niveau que le dossier task, je vais créer un nouveau dossier et je vais l'appeler templates, qui va contenir des templates de fichiers de configuration. Et à l'intérieur, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler nginx_conf.erb. Alors pourquoi ERB? ERB, c'est le moteur de template de Ruby. Et à l'intérieur, je vais y coller ma configuration par défaut. Voilà, donc c'est la configuration typique que j'ai pour un projet qui serait basé sur Laravel. Le problème, c'est que ces éléments-là doivent être dynamiques. Donc pour les rendre dynamiques, on a plusieurs solutions. La première, c'est tout simplement de le mettre dans le fichier de configuration. Dans le fichier capfile, alors pas capfile, mais plutôt dans la partie deploy.rb, hop, on voit qu'on a des sets. On pourrait se dire, ici, set, et définir une variable qui s'appelle domain, et on mettrait notre nom de domaine. Mais on va aller encore plus loin, ça serait trop facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander à l'utilisateur de rentrer les informations. Donc je vais créer une nouvelle tâche pour séparer bien les choses. Donc je vais aller dans Capistrano et je vais créer une nouvelle tâche que je vais appeler nginx.rake. Donc à l'intérieur, on va mettre ça dans le namespace nginx. Dans ce namespace, on va décrire une tâche desk. Donc créer le fichier de configuration nginx. Et ensuite, on définit notre tâche. Et on va l'appeler conf. Donc ça fera nginx.conf, ce qui est pas mal. Conf. Et on est parti. Donc d'abord, on va chercher le chemin vers le fichier template. Alors le chemin, il est toujours par rapport à notre dossier.
Donc ici, on va créer une variable path et on va l'appeler lib/capistrano/templates/nginx_conf.erb. Ensuite, on va lire ce fichier et on va stocker le résultat de ce fichier dans une variable. Donc là, on va directement le faire ici. On va faire file.read et on lit ce fichier-là. Et on va l'appeler ERB, le résultat. À l'intérieur de ce fichier, on va vouloir utiliser des variables de configuration. Ici, le root, on veut récupérer automatiquement le dossier qui correspond à notre... On veut récupérer automatiquement le dossier courante. Donc l'avantage, c'est qu'on peut utiliser la méthode courante_path. Donc ça, c'est une méthode qui est une méthode de Capistrano qui nous renvoie le chemin absolu du dossier courant. Donc ensuite, on a besoin ici d'une variable qui sauvegardera le nom de domaine accablé. Donc au niveau de notre nginx.rake, on peut demander à l'utilisateur quelque chose. Donc on va faire un set, on va l'appeler domain, server_name. Et là, plutôt que de mettre directement la valeur que l'on veut donner à notre server name, on va la demander à l'utilisateur. Donc on va mettre ask nom de domaine, point d'interrogation, et on va mettre une valeur par défaut, mon supersite.fr. Si maintenant je souhaite utiliser cette variable-là au niveau de mon fichier nginx.conf, il me suffit d'afficher un fetch de server_name. Et vu que je veux prévoir tous les coups, je vais faire la même chose, mais avec un www. C'est mieux si je ne me gourre pas de caractères. Donc après, vous pouvez adapter pour, par exemple, faire un système qui redirigerait s'il n'y a pas les W. À vous de vous faire votre propre template de configuration. Là, j'ai pris quelque chose de simple pour pas qu'on s'embrouille. Donc maintenant que j'ai mon ERB, maintenant que j'ai défini ma variable, je vais pouvoir parser ce ERB. Donc pour l'instant, on va juste afficher le résultat. Donc je vais faire un coup de puts ERB.new, je lui passe en paramètre le contenu du fichier, .result pour obtenir le résultat. Par contre, j'ai besoin de lui passer le contexte pour qu'il ait accès à toutes les méthodes qui sont actuellement ici. Donc pour lui passer le contexte, j'utilise la méthode binding. Voilà, et je vais inspecter le résultat. Donc je n'ai pas besoin de faire un cap production deploy, je peux juste lui dire sur le serveur de production, je veux que tu lances un coup de nginx de .conf. Et cette chose-là ne fera qu'un puts. Alors là, il y a un petit souci de parenthèse. Alors c'est à cause d'Atom, il veut à tout prix foutre des parenthèses partout et du coup il m'induit en erreur. C'est plus facile d'accuser l'éditeur. Donc là, il me demande le nom de domaine, je rentre rien et je vois qu'il remplace. Donc dans root, il met /home/Jonathan, il met ça très bien. Et après, au niveau du server name, il met bien mon supersite.fr suivi de www.monsupersite.fr. L'avantage, c'est que si jamais j'ai envie de configurer par exemple graphicart.fr, il va le changer automatiquement. Ce qu'il me faut faire, c'est maintenant créer un fichier à partir de ça et l'envoyer sur le serveur. Donc pour envoyer le fichier sur le serveur, il y a une méthode qui s'appelle upload. Elle prend en premier paramètre un IO ou un fichier. Donc moi en l'occurrence j'ai une chaîne de caractères, donc pour la transformer en IO, je fais string io.new et je lui passe une chaîne de caractères. Voilà, alors par contre je n'ai pas besoin de faire un inspect du coup. Et un second paramètre, c'est où est-ce que je veux l'envoyer sur le serveur. Donc sur le serveur, je n'ai pas accès à en écriture un petit peu partout. Donc je vais l'uploader directement dans le dossier temp/nginx. Par contre, j'ai pas envie qu'il se mélange les pinceaux avec d'autres fichiers. Donc je vais mettre underscore suivi du nom de mon fichier. De la même façon, dans nginx, si je fais un coup de ls/etc/nginx sits-enabled ou plutôt available, je vois que j'ai des faux. Donc mon fichier va devoir avoir un nom particulier. Donc ce nom, je ne l'ai pas ici. Donc je vais le demander à l'utilisateur aussi. Donc je vais faire set config_name et je vais demander à l'utilisateur. Et là encore une fois, je vais mettre une valeur par défaut qui correspond pile poil à mon cas pour éviter que j'ai à le taper tout le temps. Et là, on va mettre nom du fichier de configuration. Donc après ça, on mettra le nom du fichier de configuration. Donc on va plutôt utiliser des doubles quotes pour pouvoir utiliser l'interpolation de variables. Et à l'intérieur, on mettra un coup de fetch et on récupérera config_name. Et après, on ferme l'interpolation. Donc il va automatiquement uploader ce fichier-là et après, j'ai plus qu'à le déplacer. Donc je vais faire un coup de sudo mv
Donc tu déplaces le fichier qui se situe là. Donc là, on va plutôt le sauvegarder dans une variable pour ne pas se prendre la tête. On va l'appeler config underscore file égale ça. Donc là, on déplace le fichier qui se situe dans le dossier temporaire et on va le mettre pile poil dans le dossier etc sits, alors nginx, sits-available. Donc ça, c'est dans le cas d'une installation classique. Après, on peut imaginer variables de configuration permettant de personnaliser ça. C'est à vous d'imaginer jusqu'à quel niveau vous avez besoin d'automatiser les choses. Ensuite, on récupère le nom du fichier, config underscore name, en faisant un fetch de config, hop là, underscore name, et voilà. Une fois que ce fichier est copié dans ce dossier-là, on va avoir besoin de faire un lien symbolique vers sits-enabled. Donc là, on utilise la commande ln. On fait un coup, on rajoute les paramètres "-s pour que ce lien soit symbolique et "-f pour forcer. C'est-à-dire que s'il y a déjà un truc dans le dossier sits-enabled, on le force. Donc le lien symbolique pointera vers le fichier que je viens de créer préalablement et le lien symbolique se situera dans le dossier sits-enable. Voilà. Et enfin, une fois que j'ai fini cette configuration-là, je fais un coup de sudo service nginx et je restart nginx, histoire que mon nouveau site soit pris en compte. Voilà, donc là, j'ai automatisé la génération d'un fichier de configuration nginx à partir d'un template et l'upload sur mon serveur. Mais ce qu'il me reste à faire, c'est juste de tester les choses. Donc je vais faire un coup de cap production, mais je vais lui demander de faire un coup de dry run, histoire de lancer les choses vide. Donc d'abord, il me demande la configuration, il me demande mon supersite.fr, et je vois, j'ai un petit problème. Donc là, il me dit, ah, ben, la commande upload, j'arrive pas à la faire. Il n'arrive pas à la faire parce que je lui ai pas demandé sur quel rôle il doit le faire. Donc il sait pas du tout où il doit l'exécuter. Donc là, je vais lui dire, c'est sur le rôle de .web. Et dans ce cas-là, tu vas exécuter le contenu de ce bloc-là. Voilà. Et là, les choses vont beaucoup mieux se passer parce qu'il va savoir où il doit le faire. Donc je vais relancer un coup de dry run. Donc je choisis rien et il m'explique ce qu'il va faire. Donc il va créer le fichier dans temp/nginx mon supersite. Ensuite, il va déplacer le dossier temporaire dans mon supersite, impeccable. Et ensuite, il fait le lien symbolique. Tout me semble correct. Je fais un coup de cap production nginx.conf et cette fois-ci pour de vrai. Il a fait ça automatiquement. Si je fais un coup de ls sits available, je vois que j'ai mon site. Si je regarde dans le dossier sits enabled, hop, je vois que j'ai le lien symbolique qui a bien été créé. Et si je fais un coup de vim/etc nginx sits-enabled et que je regarde mon super site, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il a mis automatiquement le lien vers la release courante. Il a aussi mis le nom de domaine et tout est prêt à fonctionner. Attention, dans le cadre de la Ravel, ça ne pointe pas directement vers le dossier courante, mais ça pointe dans un dossier qui s'appelle public. Donc l'avantage, c'est que maintenant, mon template, je n'ai pas à modifier tout le temps en ligne, il me suffit juste de dire, là, je change cette variable-là. Hop, je fais un coup de cap production nginx.conf, je publie ma configuration, et voilà. Si maintenant, je réactualise mon supersite.fr, je vois que j'ai du Laravel. Impeccable. Donc l'avantage, c'est que je peux configurer comme ça des sites à la volée très très simplement. Et vous voyez que ça n'a pas pris tant de code que ça. Enfin, si vous voulez maintenant publier votre site et le faire avancer, le processus est très simple. Vu que vous avez toutes les tâches qui ont été définies, vous n'avez rien de plus à faire que de modifier votre code. Par exemple, imaginons je veux créer une nouvelle route, je vais aller modifier le fichier route. Alors je ne sais jamais où il est dans la Ravel. Hop, il est là. Bon, on va l'ouvrir à l'arrache. J'ouvre ce fichier-là, je me dis, tiens, j'aimerais bien rajouter une route. Je fais un route ::get. Lorsque l'on va aller sur la page hello, je prendrai un paramètre qui sera un nom. Et ensuite, ça va lancer une fonction. Hop là. Et cette fonction, elle va faire un return de salut, suivi du nom de la personne. Et le nom de la personne, je vais le récupérer en utilisant les paramètres de la fonction. Et je n'oublie pas de mettre un point virgule ici. Donc là, ça fonctionne correctement. Je vais faire un coup de git add pour tout ajouter. Je fais un git commit-m, j'ajoute mon commit, donc on va faire une nouvelle route. Hop. Et hop, pourquoi il m'embête? Ok, c'est parce que j'ai oublié un guillemet.
Voilà, donc mon commit a bien été fait. Je push sur mon dépôt distant, donc git push origin master. Et je suis prêt à déployer. Quand je veux déployer, je fais un coup de cap, production, deploy. Et automatiquement, il va faire tout le bordel. Si j'essaie de me rendre sur ma page, donc ça va être /hello/Jean, hop, je vois que ça fait salut Jean. Voilà. Si j'essaie de me faire un petit coup de rollback, donc deploy 2.rollback, qui va revenir à la release précédente, qui elle n'avait pas ce système de route, si j'essaie d'actualiser ma page, ben je vois que je tombe sur une petite erreur, une erreur 404, il ne trouve pas le fichier. Voilà. Donc là, hop, je m'en fous, je refais un coup de deploy, parce que je n'ai plus besoin de rollback. Donc après, évidemment, il faudra adapter suivant les cas. Si vous avez un cache côté PHP, il faudra penser à vider le cache. Si jamais vous avez des trucs en plus à faire, il faudra faire des trucs en plus, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc l'avantage de Capistrano, c'est que ça vous offre un moyen très très simple d'optimiser, d'automatiser les choses et de gérer des tâches qui vont se faire de manière quasi automatique. Une fois que vous avez créé vos propres tâches et votre propre collection de tâches, c'est très simple de les copier d'un projet à l'autre. Donc après, ce que vous pouvez faire aussi, c'est aller chercher des tâches en ligne. Si jamais vous cherchez par exemple Capistrano Composer, alors il y en avait une pour Laravel aussi, mais le problème c'est que c'était pour une ancienne version de Laravel, du coup ça convenait pas très bien. Ce que je ne suis pas forcément trop fan non plus d'utiliser des librairies distantes parce qu'on ne sait pas trop comment elles fonctionnent. Donc là, celle de Composer est proposée directement par Capistrano. Si vous voulez analyser les gemmes qui vous sont fournis, vous allez dans le dossier lib. Donc vous avez le fichier RB en général qui ne sert à rien, mais dans le dossier Capistrano, vous voyez qu'on a les dossiers tâches. Et les tâches, on reprend un peu ce que l'on a fait. Donc là, on voit qu'il a créé un namespace Composer. Et dans ce namespace, on a install exécutable, on a run pour exécuter une commande, install et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc après, il suffit de lire pour voir un peu comment il fonctionne. Donc pour le coup, lui, il ne propose que des tâches. Et après, si on veut les utiliser, il suffit de faire un coup de gem install Capistrano Composer. Et après, on l'injecte où on veut dans notre système, avec le système de after. Donc là, on voit, juste après le démarrage, ils font un coup de Composer. Si jamais vous voulez conserver comme ça les dépendances, parce que là, vous voyez, j'ai installé Capistrano un petit peu à l'arrache, vous pouvez utiliser le système de bundler de Ruby. Donc vous faites un coup de bundler init. Ça crée juste un fichier, et dans ce fichier gemfile, hop, vous y mettez vos différentes dépendances. Donc par exemple, hop, là il faudrait mettre Capistrano suivi de Capistrano Composer. Et après, vous faites un coup de bundle install, il va charger hop, le bundle, et hop, une fois qu'il est installé, c'est prêt à fonctionner. En revanche, si vous voulez utiliser la version de Capistrano qui se situe dans votre fichier gemfile, plutôt que de faire directement un cap production deploy, vous allez faire un bundle exec cap suivi de ce que vous voulez faire. Production deploy. Donc là, il va me sortir une erreur, tout simplement parce que j'ai utilisé Capistrano 3.4 pour générer recettes et avec mon fichier gemfile, j'utilise la mauvaise version. Donc faites bien attention à ça. Le fichier gem vous permet de garder une version précise de Capistrano et d'éviter les problèmes si jamais il y a une update. Donc là, j'ai juste mis à jour mon Capistrano dans le gemfile. Je fais un coup de bundle install. Alors hop, ça lui pose problème. Donc on va faire un coup de bundle update Capistrano. Voilà, hop. Allez, comme ça, mets à jour mon petit Capistrano. Et si je refais un coup de bundle exec cap production deploy, il se remet à déployer correctement. Donc voilà, et globalement, c'est tout ce que je voulais vous montrer sur Capistrano. Donc je sais que j'ai été pas mal poussé, j'ai avancé assez rapidement, mais je voulais véritablement vous montrer les capacités de cet outil pour vous montrer que même si c'est un outil qui est développé en Ruby, et même si on utilise du Ruby pour créer les tâches, il permet de véritablement aller rapidement et de créer des systèmes de déploiement complexes. On voit que là, on a automatisé l'envoi d'une configuration, mais on peut imaginer des choses beaucoup plus poussées. Par exemple, sur un serveur vide, il arrive, il vérifie s'il y a Nginx, s'il n'y a pas Nginx, il installe, et ainsi de suite, ainsi de suite. Donc après, c'est à vous d'écrire les tâches et là, ça va dépendre un petit peu de chaque personne. Donc après, si vous utilisez du Ruby, si vous faites notamment du Ruby on Rails, c'est beaucoup plus simple que ça parce que vu que sur Ruby, on a moins de framework qu'en PHP, il y a déjà une recette Capistrano qui est toute faite et qui fonctionne très très simplement. Vous la mettez, vous faites un coup de cap production deploy, il gère l'immigration, il gère tout ça. Donc vous avez encore moins à vous soucier. Mais après, si jamais vous avez des configurations un petit peu spéciales, il ne faut pas hésiter à mettre les mains dans le cambouis et de créer un petit peu ses propres tâches pour adapter aux différents besoins. Voilà, donc personnellement, je trouve que c'est un outil très très intéressant, même s'il est développé en Ruby, pour déployer des applications PHP par rapport à ce que j'ai pu voir. J'ai vu des trucs comme Rocketeer ou autre, même Deploy.
Je trouve qu'il est quand même vraiment beaucoup plus propre, entre guillemets, il fait les choses de manière beaucoup plus cohérente et surtout en cas d'erreur, il arrive à les détecter beaucoup plus simplement. J'ai testé Rocketeer en l'occurrence et il y avait pas mal de problèmes avec les dossiers partagés. Là, l'avantage, c'est qu'il gère ça très simplement. Voilà, donc j'espère que la découverte de cet petit outil de déploiement vous a plu et si vous avez des questions ou des suggestions sur d'autres outils aussi liés au déploiement ou à l'administration serveur, n'hésitez pas à partager un petit commentaire en dessous de cette vidéo ou sur le site. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!